Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ce livre qui vient de sortir en librairie, Géopolitique de la mer, par Sébastien Bis et Julia Tass, qui sont à mes côtés. Dans cette collection chez Erol, 40 fiches illustrées, donc 40 chapitres avec 4 parties très claires, très pédagogiques, parce que l'objectif, vous l'écrivez dans la première partie, c'est comprendre la mer. Oui, ce qu'on a voulu retranscrire dans cette première partie, c'est l'idée que pour comprendre la géopolitique de la mer, il fallait comprendre comment l'océan fonctionne et qu'il est souvent un peu contre-intuitif de comprendre que l'océan n'est qu'un seul océan, que tout circule, que ce soit la biologie marine, donc les animaux, ou encore les hommes, tout circule et ça nous paraissait vraiment fondamental de comprendre comment l'océan fonctionne pour comprendre pourquoi aussi on a du mal à s'imaginer y habiter, y vivre, un peu se projeter dans l'océan. Et c'était un peu le cœur de cette première partie. Alors ensuite, il y a les rivalités géopolitiques, il n'y a pas seulement les processus scientifiques ou historiques, les rivalités géopolitiques qui semblent de plus en plus fortes dans la mer. Est-ce que les océans, les mers seront le prochain affrontement géopolitique et quelles sont les grandes puissances qui montent dans ce champ-là? En effet, l'ouvrage, en fait, pour nous, était important de le traiter sous l'angle à la fois climatique et la compréhension de la mer, parce que la mer est un peu en phase avancée des tensions climatiques ou des dérives environnementales qu'on peut observer sur Terre. Mais on s'est rendu compte aussi, en préparant l'analyse, que la mer était un peu en phase avancée des tensions sur les relations internationales qu'on pouvait observer sur Terre. Et que finalement c'était un bon baromètre d'un monde qui est en train d'être décortiqué, déstabilisé par certains, revu en termes juridiques par d'autres, avec des puissances qui, dans leur ascension, comme la Chine, misent aussi sur le maritime pour exprimer leur nouveau rayonnement, leur nouveau pouvoir, leurs nouvelles ambitions. Des puissances établies comme les États-Unis, qui depuis un siècle sont forts dans le monde, y compris sur le terrain maritime, ça reste la première puissance militaire de la planète. Mais nous avons aussi regarder les jeux d'acteurs, c'est-à-dire qu'au-delà des puissances qui misent sur le maritime de plus en plus, nous avons des jeux économiques. La mer, ce sont des ressources, la mer, ce sont des activités économiques, de l'emploi au niveau portuaire, de l'emploi au niveau du transport maritime, des jeux commerciaux, parce que l'essentiel du commerce mondial passe par les océans et les mers. Et donc la maîtrise des mers, c'est aussi ces flux logistiques, ces flux de commerce. Et donc le passage par les canaux, par les détroits, par certains passages extrêmement étroits sur le plan géographique de la planète. Et donc nous avons essayé de cartographier cette maîtrise des mers entre des jeux d'acteurs puissance, État, des jeux d'acteurs privés, et puis l'ensemble des ressources qui sont nombreuses sur mer, qui suscitent les convoitises. Et là où nous avons été surpris, c'est de voir que, à l'image de cette géopolitique ou du climat qui sur mer parfois était en phase avancée des tensions internationales et stratégiques qu'on peut voir sur Terre, nous avons aussi sur mer un peu le côté Far West. C'est très vaste l'océan, c'est 70% de la superficie du globe. Et donc c'est loin des regards des populations qui vivent sur Terre. Et donc on y fait parfois le pire de l'espèce humaine ou des rapports humains. Et donc la mer, c'est aussi un Far West économique, un Far West social, où finalement un certain nombre de dérives se produisent, bien plus gravement que sur Terre. Et vous avez aussi toute une partie intitulée Cartographier les risques en mer. Ils sont nombreux. Pouvez-vous en parler? Je vais rebondir sur ce que disait Sébastien, qui a très bien introduit ce propos, puisque l'idée de cette partie, c'était de revenir sur cet aspect Far West, sur cet aspect course-ressources, et puis de montrer d'une part que l'océan est un baromètre de stabilité, mais aussi d'instabilité. C'est-à-dire que tous les impacts que les hommes vont avoir sur l'océan vont se répercuter sur l'économie, sur la politique, sur le militaire. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y a dans l'espace maritime des dynamiques qui sont très importantes, qui vont peut-être modeler, forger la façon dont on voit la sécurité dans les années qui viennent. Et c'était l'idée de cette partie-là. Donc on a abordé par exemple les migrations, on a abordé la raréfaction de certaines ressources, on a abordé la montée du niveau des eaux, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête quand on entrevoit, quand on essaie de comprendre la géopolitique des mers. Et donc l'idée, c'était de faire un préambule à à la quatrième partie qui est plus optimiste sur toutes les innovations et tous les espoirs qui sont associés. Et puis la dernière partie, c'est se préparer à la mer de demain avec de nombreux enjeux. Mais vous consacrez un dernier chapitre à la France en vous posant la question,
Est-ce que la France va réaliser ses ambitions maritimes ou est-ce qu'elle restera encore un peu en retrait? C'est un défi pour l'avenir. Oui, ben la France, en fait, illustre assez bien cette non-pensée maritime d'un certain nombre de puissances pourtant de premier plan. La France fait encore partie des grandes puissances du monde, en tout cas, même si elle est moyenne, elle reste influente dans un certain nombre de registres. Et la France est la deuxième puissance maritime mondiale par son espace géographique, sa zone exclusive maritime, et pourtant on raisonne souvent comme une puissance terrestre. Or, nous avons plusieurs façades maritimes, nous avons une présence ultramarine qui nous confère une place finalement sur tous les océans et tous les continents du monde, et nous avons des atouts à faire valoir davantage sur l'économie bleue, les métiers de la mer, les ressources de la mer, l'innovation scientifique. On a des instituts de recherche très forts à l'échelle internationale sur la connaissance de la mer ou des profondeurs. Et finalement, on s'aperçoit que la France pourrait beaucoup plus qu'elle ne le fait miser sur la mer pour à la fois exprimer ses valeurs, sa puissance, ses intérêts, sa sécurité, mais également défendre un certain nombre d'enjeux autour de l'innovation. Les algues, on a un gros chapitre sur les algues qui propose des solutions à la fois sur l'alimentation animale et humaine, stocker du carbone ou fertiliser des sols. Nous avons un chapitre évidemment sur les énergies marines renouvelables, sur lesquelles on pourrait davantage investir en France, à l'image d'une Europe qui veut une économie bleue et décarboner son économie et qui va devoir miser aussi sur la mer et ses ressources dans cette perspective. Et puis nous avons aussi traité des problématiques d'innovation à l'échelle internationale comme le dessalement de l'eau de mer, qui concerne très peu la France aujourd'hui parce qu'on n'a pas de problématique encore manifeste sur les ressources en eau, sauf que l'expertise française pourrait permettre, avec plusieurs pays dans le monde, de faire en sorte que demain, l'eau de la mer soit davantage consommée par les habitants de la planète, l'eau potable étant le premier aliment consommé par chacun. Et plus le temps passe, plus on va boire de la mer ou de l'océan, parce que précisément, il y a des ressources qui se raréfient sur Terre. Donc l'océan, c'est aussi tout cela. C'est le Far West, c'est des stratégies de puissance, c'est parfois des sous-marins, des porte-avions, mais c'est aussi des ressources. Et c'est un champ d'innovation sous-estimé. On connaît mieux la Lune que la profondeur et ce qui se passe au fond des océans. Eh bien, ce livre va permettre justement de mieux connaître les océans et leur profondeur, donc j'en recommande vivement la lecture. Géopolitique de la mer aux éditions Erol par Julia Tass et Sébastien Abyss.